Eh bien, bonjour à tous, à toutes. Merci d'être là. Je suis vraiment heureux. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui sont parties. Je me dis, est-ce que c'est ma tête qui les a fait fuir? Je ne sais pas. Du coup, bon, j'avais réfléchi à une blague en voyant ma tête, et puis là, vu qu'il n'y a plus ma tête, je ne vais pas faire la blague. Mais du coup, pour... Ah ben voilà, merci. Je ne sais pas du coup si ça vaut le coup que je la fasse quand même. Non, c'était juste, ça fait un peu bizarre de voir sa tête, alors que les autres intervenants avaient des belles têtes, notamment Émilie avec un chef et tout. Et là, il n'y a que ma grosse tête, alors ça fait un peu bizarre. Euh, et il y a de la nature derrière, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, alors je vais mettre le timer pour être vraiment dans les clous aussi. Et ce que je vais vous proposer, c'est que peut-être vous le sentez pas là tout de suite, mais j'ai l'impression qu'on a été pas mal assis depuis ce matin, et peut-être que vous le ressentez dans votre corps. Et pour parler d'éco-psychologie, il y a besoin de ne pas rester dans la tête. Alors je vais vous inviter, si vous le voulez bien, à vous lever et à simplement, c'est très facile, on le fait tous les jours. Et il est bon de le faire plusieurs fois par jour. Mais je vais vous inviter exactement à vous étirer de la manière dont votre corps a envie, en fait. Vraiment. On peut sentir déjà que le corps se délie. Et ne vous asseyez pas encore, mais simplement, voilà, peut-être écartez-vous pour pas embêter la personne si jamais il y a une personne à côté de vous. Voilà, de vraiment vous aérer, de prendre une bonne respiration aussi, c'est venir réveiller ce corps parce que finalement les sièges sont très beaux, mais moi personnellement ils m'ont cassé un peu le dos. Donc voilà, l'idée c'est voilà. Là on va parler du vivant et le vivant il est aussi là. Voilà. Donc ce que je vais vous proposer, c'est pour l'instant, vous savez que l'eau, on en a parlé un peu ce matin, enfin tout à l'heure aussi. L'eau, c'est l'origine de la vie. Voilà. Mais ce qu'on nous dit pas et ce qu'on sait moins, c'est que l'eau qui est à l'origine de la vie, c'est pas de l'eau statique, c'est de l'eau en mouvement. Et donc là, tout de suite, eh ben, on pourrait être considéré comme de l'eau plate. Là, vous le sentez, on est de l'eau plate. Et ce que je vais vous proposer, c'est que tous ensemble, on puisse devenir de l'eau pétillante. Alors, ce que je vais commencer à vous demander, c'est que sentir déjà ces petites bulles, peut-être vous commencez à le sentir là, au niveau des pieds. Alors, c'est les pieds d'abord, c'est les pieds qui commencent à s'agiter, vraiment. Là, les pieds s'agitent, vous sentez les bulles qui montent, et puis d'un seul coup, ça monte un peu plus au niveau du corps, et c'est les jambes qui commencent à, voilà, s'agiter, ok, c'est là, ok, ça monte. Et puis vous sentez que ça monte, les bulles montent, et l'eau commence à s'agiter. Et puis il y a le corps qui commence à venir, et ça monte et ça monte. Allez-y, hein, on a l'air ridicule, mais c'est pas grave, on est tous là ensemble. Voilà, et donc on y va, et c'est les mains, et puis la tête, et on envoie tout l'air. Et là, désolé pour le micro, celui qui va passer derrière, il aura ma truc. Et sentir, ok, ça va mieux, on est d'accord, ça va mieux. Bon, eh ben, si vous le voulez, avant de vous rasseoir, et non, non, ça serait trop facile. Avant de vous asseoir, j'aimerais finir avec simplement une chose, une petite méditation, rapide en fait, tout simplement pour revenir dans le corps. Revenir dans le corps, mais après ça, une fois qu'on a aéré, de peut-être fermer les yeux, si vous le souhaitez, et peut-être déjà de sentir ce corps. Ce corps qui bâille. Sentir depuis la tête, voilà, vous pouvez parcourir dans votre ressenti tout le corps depuis la tête, on descend les épaules, on sent les bras, on sent le corps, le bassin, les genoux, les jambes, jusqu'aux pieds. Et peut-être que vous pouvez même sentir toute la surface de vos pieds dans vos chaussures.
ou pieds nus si vous n'avez pas de chaussures. De sentir en fait tout ce poids, de ressentir ce poids. Et alors, on peut sentir que l'oxygène, le souffle qui nous fait vivre, on pourrait le voir comme le trait d'union entre notre monde extérieur et le monde intérieur. C'est ce qui nous fait vivre. On communique, on partage entre le monde extérieur et le monde intérieur par le souffle. Et bien, de la même manière, ce sentiment de poids sur le sol que vous ressentez, eh bien, on peut le sentir et on peut le considérer comme le trait d'union entre notre corps et le corps plus vaste de la Terre. C'est ce qui nous relie au monde, à la Terre. C'est ce poids, la gravité terrestre. Et nous sommes des terrestres. Nous appartenons au monde. Et c'est ce poids qui est unique à cette planète que vous ressentez. Ce lien. Et on peut le sentir. Et à chaque fois l'apprécier. Tous les jours, on ressent ça. Tous les jours, c'est ça notre connexion aussi au monde, à la Terre. Et si dans votre couple, votre compagnon ou compagne vous dit un jour « Chérie, je crois que tu as pris un peu de poids », vous pouvez simplement lui dire « Non, je renforce mon lien à la Terre ». Voilà, une petite... voilà, si jamais ça vous inspire. Vous pouvez vous rasseoir. Avec plaisir. Ça a donné des idées, je pense, à certaines. Alors, pour commencer, donc, je vais lire un peu mes notes pour pas que je digresse parce que je pars facilement. Donc, ici, j'ai mis voilà, la planète Terre, en tout cas, comme on peut la voir. Et vous voyez que c'est unique, une planète bleue, et qu'il n'y a pas grand-chose autour. Et j'aimerais, parce que c'est aussi l'objet de l'écopsychologie, pour l'heure, je ne vais pas vous dire ce que c'est. On va en discuter, on va sentir ensemble, et puis peut-être à la fin, je donnerai une définition, mais là, je laisse de côté pour l'instant. Ce qu'il faut sentir, c'est que on parle beaucoup, 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 mais on parle avec des mots, et les mots, ce sont des concepts. Et c'est très difficile de sentir le monde à travers des concepts. Pour vous donner un exemple, il y a une énorme différence lorsque vous voyez une mandarine et que vous parlez sur la mandarine de quand vous goûtez la mandarine. Vous pouvez dire, tiens, une mandarine, c'est ça, c'est rond, c'est orange, etc. Mais le fait de goûter la mandarine, ça change complètement la perception et l'expérience. Et donc, je vais vous proposer des petites choses, des petites anecdotes, des petites comparaisons pour qu'on puisse ressentir dans le corps un petit peu notre place dans le monde. La première des choses, c'est que, admettons, alors je vais passer là-dessus, admettons, la Terre fait 1,80 m. Bon, c'est-à-dire ma taille. Admettons, la Terre fait 1,80 m, c'est-à-dire le diamètre de la Terre fait 1,80 m. Voilà, c'est ça. C'est moi. Sans prétention absolue. Toutes les personnes qui font 1,80 m peuvent être la Terre, dans cet exemple. Eh bien, la Lune se trouverait à une distance de 5,4 mètres de moi. 5,4 mètres. Donc, grosso modo, vers monsieur là-bas. Le Soleil serait à une distance de 2,1 km. C'est-à-dire, je suis là, je suis la Terre, à 2,1 km, il y aurait le Soleil. Et on peut même aller un peu plus loin. Si on regarde, on nous en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ah non, c'était en off, pardon. L'étoile la plus proche de la Terre, c'est Proxima Centauri. Cette étoile, si la Terre fait 1,80 m, cette étoile se trouverait à, pour être précis, 560 km, grosso modo à Toulouse. Voilà.
d'ici, ce serait Toulouse. Et entre, le vide. Voilà. Pour vous dire qu'il y a beaucoup de vide. Et vous pouvez me dire, oui, d'accord, ça c'est des distances grandes et tout, pour comprendre l'univers et tout, c'est ok, on peut le ramener au corps. Maintenant, faisons l'inverse. Si la Terre fait encore 1,80 m, quelle est la taille de l'être humain? Bon, j'ai demandé à un enseignant, enfin un collègue à moi, un mathématicien, de me dire, vas-y, calcule-moi, si la Terre fait 1,80 m, l'être humain, il fait quelle taille? Eh bien, la taille de l'être humain fait, alors peut-être ça ne vous parlera pas, mais en tout cas, c'est 240 nanomètres. Grosso modo, c'est la plus petite bactérie qu'on connaisse, actuellement. Voilà. La plus petite bactérie fait autour de 240 nanomètres. Donc si la Terre fait 1,80 m, nous faisons nous avons une taille de bactérie. Allons plus loin. Maintenant, j'ai demandé à mon collègue, je lui ai dit, ok, mais quelle est la taille de la zone d'habitabilité de la Terre qui nous permet de respirer? Donc, vous savez, l'atmosphère peut aller très haut, mais on ne peut pas respirer. Au bout d'un moment, on ne respire pas, en fait. Voilà. Et la vie se situe sur la Terre dans une zone. Voilà. Il y a une taille qui abrite la vie. Donc, je lui dis, si la Terre fait 1,80 m, quelle est la taille de cette zone d'habitabilité qui abrite toute la vie que l'on perçoit et que l'on connaît? Eh bien, tenez-vous bien. La taille, c'est... Attention, roulement de tambour. C'est l'épaisseur de ça, c'est-à-dire 0,5 cm. Grosso modo, si je mets là, comme ça, c'est la seule fois où je vais faire un mime comme ça. Profitez-en si c'est filmé. Si la Terre fait 1,80 m, nous vivons tous toute la vie que l'on connaît ici, dans ces 0,5 cm. Ça fait très peu. Et tout ce qu'on connaît, toutes nos expériences, en tout cas corporelles, de sentient, et toute la vie que l'on voit autour de nous, voilà, est dans cette zone de 0,5 cm. Autant dire que c'est très précieux. Et je vais continuer un petit peu sur les ordres de grandeur, un peu pour essayer de sentir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est la Terre? Ça veut plutôt tenir. Voilà. Du coup, on peut aller voir l'histoire de la Terre. Ok. Nous savons que la Terre est âgée de 4,6 milliards d'années. Voilà. Alors ici, j'aime bien me rappeler aussi, quand on parle de milliards, c'est des chiffres, c'est des concepts, comme je vous disais. Honnêtement, soyons honnêtes tous et toutes, milliards, on ne sait pas ce que c'est, ce que ça veut dire. Millions, on ne sait pas ce que ça veut dire. En tout cas, dans nos têtes, millions, c'est beaucoup. Milliards, on sait que c'est un peu plus, c'est vraiment beaucoup. Mais on a du mal à le sentir dans le corps. Une manière de sentir dans le corps, ça serait de convertir, par exemple, 1 million. Si je commençais à compter avec vous les secondes, et que je comptais jusqu'à 1 million de secondes, eh bien, sans m'arrêter, grosso modo, je mettrais 11 jours. Voilà, pour compter jusqu'à 1 million, sans m'arrêter. Maintenant, si j'essaye de compter jusqu'à 1 milliard, disons que je suis optimiste et je compte jusqu'à 1 milliard, sans m'arrêter, je mettrai, grosso modo, 32 ans. Et là, dans le corps, on peut sentir la différence entre 1 million et 1 milliard. D'ailleurs, y a-t-il des milliardaires dans la salle? Non, des millionnaires peut-être. Bon, vous avez un gap. Tout ça, c'est vraiment intéressant de noter cette différence pour qu'on puisse sentir que la Terre est âgée de 4,6 milliards d'années. C'est beaucoup.
Et donc, pour comparer à ça, si on convertit 4,6 milliards d'années en 24 heures, une horloge de 24 heures, eh bien, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que le début de la vie commence à 3h30 du matin. La vie commence à produire de l'oxygène à 10h30 du matin. Les premiers organismes multicellulaires commencent à apparaître à 18h30. L'apparition des plantes terrestres se fait à partir de 21h30. L'apparition des mammifères se fait à 23h45. L'apparition des premiers singes se fait à 23h58. Homo sapiens apparaît à 23h59:55. C'est-à-dire qu'en 5 secondes, puisque notre histoire ici, si l'âge de la Terre c'est 24 heures, notre histoire commence il y a seulement 5 secondes. L'histoire Homo sapiens. En 5 secondes, on a été capable, exactement, de tout foutre en l'air. C'est une prouesse que peu peuvent faire dans l'univers, peut-être. Donc, tout ça pour dire qu'au regard de l'échelle cosmique, nous sommes rien, insignifiants. Et en même temps, dans notre expérience, nous sommes tout. Notre vie importe. Mais il est bon de se rappeler de ces chiffres pour vraiment sentir que, en fait, ce dont on parle quand on veut faire l'appel du vivant, c'est de sentir que derrière nous, il y a une histoire énorme et que dans cette histoire, on ne joue rien, concrètement. 5 secondes. Donc, en 5 secondes, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a pu faire? On a pu faire en sorte que 69% des populations animales sauvages ont disparu. Et ça, en 48 ans à peu près, donc en presque 5 décennies, 69% des populations animales sauvages ont disparu. En 40 ans, 88% des grands spécimens d'eau douce ont été tués. 83% des mammifères sauvages sont morts en 250 ans. Depuis 1900, on sait que les végétaux disparaissent environ 500 fois plus vite qu'en l'absence d'intervention anthropique, c'est-à-dire de l'intervention de l'être humain. On sait aussi que la calotte glaciaire du Groenland, par là, la calotte glaciaire du Groenland est dorénavant considérée comme irrémédiablement perdue. On sait aussi que l'eau douce, et l'eau de pluie plutôt, l'eau de pluie est devenue impropre à la consommation partout dans le monde. On sait aussi que la pollution, ici, tue aux alentours de 9 millions d'humains par an. On sait aussi que le continent de plastique dans le Pacifique Nord, ici, dans le Pacifique Nord, mesure désormais 3 fois la superficie de la France. Oh la vache! Oh la vache! Et ça, ce n'est pas des choses, des prédictions, des choses. C'est déjà là. C'est là. Donc, la question que l'on se pose en écopsychologie, qui est, somme toute, une question un peu bête, en fait, sommes-nous devenus fous? C'est une question cruciale, en fait. Sommes-nous devenus fous? Sommes-nous en dehors des réalités ou avons-nous perdu la tête? C'est une question que aussi on aborde en écopsychologie. D'un point de vue psychologique, nos sociétés modernes ont des comportements qui s'apparentent de manière très proche, très comparable à des comportements de type autistique
couplés à des comportements suicidaires. Et on sait en psychologie que tout comportement suicidaire, c'est pathologique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pathologique, et c'est surtout signe de souffrance grave et profonde. Et on sait aussi que, en écopsychologie, on le voit, on sait que la vie, la santé de la planète et notre santé sont étroitement liées, qu'on ne peut pas être en bonne santé sur une planète qui ne l'est pas. Donc la question, c'est ça, c'est mais de quoi souffrons-nous alors? Parce que comment ça se fait que nous sachions tout ça? Ça, c'est visible, on le sait. Comment ça se fait qu'on sait ça et qu'on continue à avoir des comportements suicidaires qui sont de type autodestructeur? C'est ça la question qu'on aborde principalement en écopsychologie, mais pas que. Mais c'est une porte d'entrée. Et donc, de quoi souffrons-nous? Dans nos sociétés modernes, nous souffrons, entre autres, d'un déracinement ontologique au monde vivant et à la Terre. C'est exactement ce dont on est en train de parler, l'appel du vivant. Nous sommes déracinés du monde vivant et ceci ne nous touche presque plus. Mais je fais l'hypothèse ici que finalement, si on y prend le temps, ceci vous touche, vous fait réagir. Peut-être vous donne de la colère ou de l'impuissance, ou peut-être de la culpabilité ou de la honte. Peu importe. J'y reviendrai après sur les émotions. En tout cas, j'ai bien aimé ce que nous disait Émilie sur les peuples autochtones. Et récemment, j'ai assisté à une conférence de Pablo Servigne et de Aurélien Barraud. Et Pablo Servigne nous disait qu'il avait rencontré aussi des peuples autochtones de Colombie. Alors, je ne sais pas si c'est les Kogi ou autres. Et en fait, il nous rapportait que pour eux, ils avaient cette expression qu'ils nous voyaient comme des enfants dénombrilés. C'est-à-dire des enfants où on n'est plus rattaché à la terre-mère. Dénombrilés. C'est très fort comme terme. Dénombrilés. On pourrait aussi dire déombiliqués. On a coupé nos liens. Ce qui explique pourquoi on est capable, lorsqu'on est dénombrilé, lorsqu'on coupe les liens, on est capable d'avoir ce genre d'image, d'avoir ce genre de puissance sur le vivant. C'est-à-dire qu'en rejetant notre condition terrestre, en oubliant notre appartenance à la toile de la vie, notre interdépendance, c'est une des causes qui permet aujourd'hui de tuer 1000 à 1500 milliards d'animaux pour la seule consommation humaine. Et d'ailleurs, j'ai été un peu interloqué et surpris tout à l'heure de voir que très peu de choses végétariennes étaient proposées tout à l'heure. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que nous sommes en train de contraindre le vivant, complètement. Et changer, nous réombiliquer, j'en parlerai tout à l'heure, c'est aussi changer nos modes d'être et nos modes de vie. Et comprendre que ce que vous avez mangé tout à l'heure, ce qui était proposé tout à l'heure, ça ne sort pas de nulle part, ça sort de là. Ça peut être de l'agriculture biologique, etc., ou avec plus de conditions animales meilleures, etc. Néanmoins, aujourd'hui, entre 1000 à 1500 milliards d'animaux sont tués pour notre seule consommation terrestre, humaine. Et dans ça, il y en a plus de 80% qui n'en mangent pas. C'est les 20% dans les pays les plus riches, on va dire, qui consomment ça. Donc ça m'interpelle. 1000 à 1500 milliards d'animaux, ça veut dire, grosso modo, 180 fois l'humanité entière. Tous les ans, on éradique 180 fois l'humanité. C'est ça qu'il faut comprendre dans les chiffres. Donc c'est plus qu'un génocide.
180 fois l'humanité. On a autre chose. Que faire, donc, une fois qu'on a ça, ces choses-là, donc, que faire? C'est ça l'idée, c'est une fois qu'on ressent la complexité, on ressent les émotions douloureuses, parce qu'on ne peut pas rester indifférent face à ça. Je ne crois pas qu'il y ait une personne ici qui soit réellement indifférente. Donc la question, c'est que faire pour se soigner et guérir la terre? Et l'écopsychologie propose aussi des pistes, propose pas de solutions, mais des pistes, des voies possibles. Une des voies possibles, alors je regarde, ouais. Une des voies possibles, c'est de sortir de notre mental. Ça a été dit à maintes reprises dans le cours de la journée. Sortir de notre mental, s'ouvrir à la dimension du corps et du cœur. Ça ne veut pas tenir ma feuille. Voilà. Et ça, c'est important, c'est-à-dire, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est une des bases qu'on donne, en fait, qu'on donne, qu'on retransmet en écopsychologie, c'est de dire on a besoin de commencer par se réombiliquer. On s'est dénombrilé, on va se réombiliquer avec la terre-mère. Pour faire ça, c'est très simple. En fait, c'est pas compliqué, en fait. C'est très simple. La première des choses, eh bien, c'est Thich Nhat Hanh qui nous a mis un petit peu sur la voie. J'ai pris ça de lui. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'écouter en nous les échos de la terre qui pleure. Et on a la sensation que de s'ouvrir à la souffrance, ça va nous emmener à plus de souffrance. Des fois, on a peur en fait de souffrir. Et donc, on rejette la souffrance. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à partir du moment qu'on s'ouvre à la souffrance, c'est à ce moment-là qu'on a les graines de la résilience, de la régénération qui arrivent. C'est-à-dire, si nous voulons changer et aller vers des sociétés sérieusement écologiques et durables, dans le sens pour le vivant, dans l'appel du vivant, ça nécessite d'aller d'abord sentir et s'ouvrir à notre souffrance. Et à la souffrance qui fait partie du monde, en fait. C'est ce que je propose, si vous êtes là demain. Demain matin, on a un atelier. Je propose un atelier d'1 heure pour aller, non pas uniquement sur la souffrance, mais voir comment est-ce qu'en très peu de temps, on peut sentir notre place dans le monde et qu'est-ce qu'on peut faire de toute cette souffrance. Qu'est-ce qu'on peut faire de nos émotions? Et comment transformer nos émotions pour nous mettre en mouvement, agir pour le monde. J'aime bien l'étymologie des mots. Et l'étymologie de émotion, peut-être vous le savez, ça vient de ex movere, en latin, donc qui veut dire ce qui me met en mouvement vers l'extérieur. Donc les émotions sont essentielles, en fait, pour comprendre, pour se mettre en mouvement. Il n'y a pas d'autre chemin que d'aller sentir ces émotions. Mais on ne nous apprend pas forcément à le faire. Et les peuples, je pense, autochtones, ont gardé cette transmission, ce lien, le fait d'aller au cœur du vivant. Et le cœur du vivant, c'est du mouvement. Le mouvement, c'est aussi des émotions. Donc, c'est parce que nous nous ouvrons à la souffrance du monde que nous pouvons agir en son nom. Et alors, ce qui est marrant ici, c'est que quand on souffrir avec le vivant, eh bien, c'est l'étymologie du mot compassion. Compassion, c'est réellement souffrir avec. Donc c'est extrêmement pur, extrêmement puissant quand on se relie à ça. Et donc c'est ce que aussi on propose en écopsychologie, on regarde, on voit, on s'aperçoit que oui, en fait, c'est important. Et la compassion se développe. Et plusieurs voies spirituelles ou autres est fondée sur la compassion. Donc agir avec le vivant, c'est répondre à son appel, s'ouvrir à d'autres manières d'être au monde, voir avec un nouveau regard notre place dans le monde. Comme tout à l'heure, on n'est que 5 secondes dans l'histoire de la Terre.
Donc voir avec des yeux neufs, voir différemment. Notre cosmologie aussi doit changer. S'autoriser à avoir des relations avec les autres êtres sensibles, sentir que lorsque je suis en présence d'un arbre, bon, si je ne suis pas un chaman et que je ne communique pas avec l'arbre, ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin de devenir un chaman pour aller vers une société écologiquement viable et harmonieuse. Par contre, j'ai besoin de sentir que l'arbre est un être vivant, tout comme moi, et qui autorise en fait simplement un respect mutuel. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas la présence des arbres, en 2 minutes, on serait tous déjà morts. Parce que ce que nous partageons avec les arbres, c'est l'oxygène. Et pas que. Mais après, je n'ai pas forcément le temps d'aller dans... Enfin, je vais digresser, mais je n'ai pas forcément le temps de faire ça. Mais en fait, notre corps est une cascade. C'est-à-dire, on se renouvelle constamment. On est en mouvement perpétuel. Et en fait, d'oublier ça, c'est comme se couper des racines de la vie. Donc, maintenant que j'ai dit tout ça, on sait que finalement, lorsqu'on commence à décentrer notre regard, qu'on prend de la hauteur, qu'on ressent, qu'on s'ouvre à la nature, à la vie, à nos émotions, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Et on a des études en psychologie, et pas que, qui nous montrent en fait toute une panoplie de conséquences lorsqu'on commence à s'ouvrir au monde vivant, à la nature. Donc, il y en a quelques-uns qui ont été cités par Émilie tout à l'heure. Je peux y revenir un petit peu, mais on sait que lorsqu'on se réombilique, c'est-à-dire lorsqu'on a un contact avec la forêt, eh bien, il y a un rapport, le rapport de la fabrique Spinoza, qui date de 2021, si je ne dis pas de bêtises, oui, de 22 mai 2021, qui est quand même un volume de bien 400 pages, et qui recense en fait toutes les études un petit peu qu'on a scientifiquement. Parce qu'on aime bien valider scientifiquement dans notre société. Donc là, ils ont fait le travail d'aller chercher et d'aller voir en fait que nous disent les études scientifiques. Eh bien, ils nous disent que lorsqu'on est en contact avec la forêt, cela réduit la pression artérielle. Ça a des effets relaxants sur la fréquence cardiaque et régule la respiration. Réduit les états de manque et compulsifs. Booste le système... déjà, réduit le temps post-opératoire. Booste le système immunitaire, diminue la toux et la fatigue, améliore la régulation émotionnelle, diminue le taux de cortisol, induit une augmentation des ondes alpha et θ, c'est-à-dire des états de relaxation, renforce l'estime de soi, favorise l'apprentissage, augmente la créativité, augmente le sentiment de gratitude, favorise les expériences d'émerveillement, ces effets « oh », contribue à la dimension spirituelle, comme de par hasard, favorise les comportements prosociaux et augmente le sens de la vie. Et ça, c'est que une petite partie. J'avais pas assez de place, ça aurait été écrit trop petit si j'avais tout mis. Mais pour simplement dire que c'est pas anodin. Nous sommes des terrestres. Et on le sent dès qu'on a commencé à bouger. Vous le sentez, ça va mieux. Déjà, il y a l'enfant intérieur qui revit. Ah ouais, je revis, je suis là. Je respire. Et ça a des conséquences sur mes comportements et sur la manière dont je perçois le monde. Donc, comment est-ce que on peut faire pour aller vers une société qui favorise le vivant? Donc, faire cet appel, répondre à cet appel du vivant, aller vers une société ou des sociétés qui soutiennent le vivant. Eh bien, en écopsychologie, alors j'ai une amie qui a essayé de rassembler plein de sources et tout en psychologie, qui est aussi écopsychologue, et qui a essayé de regarder quels sont les paradigmes qui composent notre société, qui font qu'on en est là, à l'heure actuelle, dans une situation qui est catastrophique. Eh bien, elle a fait ce travail, donc elle a fait ressortir 5 paradigmes. Et puis elle s'est dit, ok, mais comment est-ce qu'on peut transformer ces paradigmes? Quels seraient les paradigmes, finalement, qui sont complémentaires de cela, mais pour aller vers une société qui soutienne le vivant? Et donc, elle a sorti ça. Paradigme destructeur, elle a identifié que déjà, c'est cette idée d'avoir un temps linéaire et productiviste. Ça
c'est destructeur. Et d'ailleurs, l'invitation, c'est que dans ces paradigmes, l'invitation, c'est de sentir qu'est-ce que ça vous fait dans votre vie. Est-ce que c'est des choses qui vous ont porté ou c'est des choses qui vous ont au contraire emmené à du stress, à de l'anxiété, à d'autres pathologies ou souffrances? Paradigme de la réification. C'est cette idée que le vivant, eh bien, on le réifie, on le met sous forme d'objet. Donc si c'est un objet, je peux l'utiliser à ma guise. C'est ce fameux, dans ce contexte de René Descartes, qui disait « je pense, donc je suis », et puis les animaux, les autres êtres sont que des objets, donc je peux les utiliser à ma guise. Eh bien, c'est cette idée de réification. Et on a fait la même chose dans cette idée de réifier, en fait, dans nos sociétés, la femme. Donc on l'utilise comme objet. Et donc si la femme est un objet, eh bien ça permet tout plein de choses. On peut se permettre tout plein de choses qui sont, vous le savez, destructeurs. Les ressources illimitées et inépuisables. C'est un paradigme. Sentir que finalement la Terre et les ressources sont illimitées, ben c'est un paradigme qui est encore constant dans notre société où on sent que la croissance peut être infinie. Bon, on nous l'a rappelé aussi tout à l'heure, c'est pas possible. Donc c'est un paradigme destructeur. Le clivage. Le clivage, c'est de dire qu'il y a d'un côté la nature et de l'autre côté la culture. C'est deux choses différentes. Et en fait, on s'aperçoit que en fait, c'est que des mots, c'est que des concepts. Et que, en fait, si on regarde le terme de nature, il prend la connotation qu'on lui connaît un peu aujourd'hui que depuis 3 siècles environ. C'est-à-dire que depuis 3 siècles, la nature constitue grosso modo tout ce qui n'est pas humain, tout le reste. Il y a l'humain et puis il y a tout le reste. Et tout ce gros package, on appelle ça la nature. En fait, ça fait que 3 siècles à peu près qu'il y a cette idée qui circule. C'est très peu. Et cette idée voilà, de cliver, en fait. Il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Il y a les pauvres d'un côté, les riches de l'autre. Il y a les animaux d'un côté et puis l'humain de l'autre, etc., etc. Tout ce qui clive. Et il y a Lama Denis Rinpoche qui aime bien dire, et ça, moi ça me touche, aime bien dire que les concepts divisent et l'expérience se rassemble. Et je crois aujourd'hui qu'on a besoin justement d'aller dans l'expérience pour sentir que nous sommes unis. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit en écopsychologie, à partir du moment qu'on partage notre expérience de la douleur pour le monde, de notre souffrance, c'est à ce moment-là qu'on se rassemble, parce qu'on comprend l'autre dans la douleur, et on comprend que l'autre est un autre soi-même. Et donc, en fait, on s'unit. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et puis, on a la dissociation. Voilà. C'est d'un côté la tête, puis de l'autre, tout le corps. Alors qu'en fait, dans l'expérience, il y a tout qui est là. C'est-à-dire, à chaque instant ici, votre corps capte tous les signaux. Tous vos sens corporels sont en éveil, qui viennent justement nourrir votre réflexion. Et après, je pourrais parler plus sur le corps et les interactions avec notre deuxième cerveau. Mais je ne vais pas forcément en parler tout de suite. Et dans le paradigme régénérateur, c'est les opposés, en fait. Enfin, on ne peut pas vraiment appeler ça des opposés, mais c'est une autre manière de voir. C'est-à-dire, si on a un temps linéaire et productiviste, en fait, le paradigme régénérateur, ça sera le temps cyclique et naturel. C'est-à-dire vraiment percevoir que tout est cyclique. Vie, mort, renaissance. Quand on voit notre potager, ça vit, ça meurt, puis en fait, ça renaît, puis ça meurt. C'est quelque chose de cyclique. Et dans notre vie, comment est-ce que ça s'incarne, ce temps cyclique ? Moi, je suis un homme, et je n'ai pas eu la chance, quoique je ne sais pas si c'est une chance pour tout le monde, je n'ai pas de cycle menstruel, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Mais donc je ne vis pas dans un même temps cyclique qu'une femme, que ma compagne, par exemple. Mais une femme a ça de bien, c'est qui peut être un peu pénible aussi, mais que chaque mois, il y a un cycle qui se fait. Et c'est exactement ça, en fait. Mais on l'a oublié, que tout est cyclique. Puis la réification, c'est le prendre soin, c'est la compassion.
Dans les ressources illimitées et inépuisantes, c'est la sobriété heureuse, joyeuse, on l'a dit tout à l'heure. Le clivage, c'est l'interdépendance qui vient régénérer, qui vient donner du soin. Et puis dans la dissociation, on a l'unification. Donc voilà un petit peu des clés de lecture que vous pouvez utiliser dans votre vie personnelle. Comment est-ce que vous vivez? Est-ce que vous êtes plus dans un cadre qui est comme ça, contraint? Et qu'est-ce que vous faites pour justement aller plus dans une sorte de paradigme régénérateur qui va vous permettre en tant qu'individu, mais aussi en tant que société, qui va nous permettre de, en fait, aller vers autre chose, prendre en considération le vivant. Et pour conclure, pile poil dans les temps, j'ai mis cette photo qui est hyper parlante et je dirais du coup que par nos choix aujourd'hui, nous pouvons répondre à l'appel du vivant qui ne s'exprime nulle part ailleurs que dans nos tripes. Chacun d'entre nous peut le ressentir, accompagné par la douceur de notre cœur et la lucidité de notre raison, nous pouvons prendre part au changement de cap pour faire émerger des sociétés au service de la vie. Je vous remercie. Merci Johan pour cette présentation différente qui nous a mis en énergie et qui nous a fait réfléchir autrement. Alors il va y avoir des questions. Qui a envie de... Hervé. C'est la dernière que je poserai, je pense. Je m'excuse, j'en ai posé un peu partout. Moi, je veux simplement vous poser une question. Vous avez fait plein de comparaisons, je vais partir des comparaisons comme vous. 1 heure de vos émoluments pour votre travail, c'est combien de baguettes de pain? Vous pouvez répéter? Enfin, j'ai pas compris la question, pardon. Moi non plus d'ailleurs. La question, elle est toute simple, c'est de savoir combien vous prenez pour travailler en valeur de baguettes de pain. Parce que je pense qu'un agriculteur, vous avez monté des images d'agriculteurs qui m'ont fortement déplu, il est plus utile à l'humanité 3 fois par jour que vous pouvez l'être. Donc je voulais savoir combien vous gagnez. Bien. Alors... Ce que j'entends déjà, c'est peut-être de la colère, mais peut-être pas. Mais je veux savoir le chiffre si vous êtes vraiment transparent, c'est tout. J'ai besoin de 5 secondes. C'est bien. Alors, pour être tout à fait honnête, devant vous, là, je ne sais pas du tout quoi faire. Je me sens un peu déstabilisé. Et en fait, je ne sais pas si c'est le propos d'ici. Moi, je viens avec un message qui est l'appel du vivant, mais c'est intéressant de voir que ça me touche un peu et ça me met même en difficulté devant vous. Enfin, vous pouvez peut-être le sentir, le voir. Et en toute humanité, moi, je propose une manière, une lecture. Et il y a des faits. Et après, moi, j'ai fait le choix de vivre de manière sobre. Donc, j'ai moins de 10 000 € sur mon compte en banque. Et j'ai pas de... J'ai fait un choix sobre. J'ai fait un choix avec ma compagne de vivre la plupart du temps en participation libre et consciente. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent me voir, ne me payent pas, je ne donne pas de tarif. D'ailleurs, là, je ne suis pas non plus payé. Je suis en participation libre et consciente. Ça signifie que la personne me donne ce qu'elle veut me donner en fonction de ce qu'elle reçoit, avec ses moyens, c'est-à-dire des petits moyens, des grands moyens. Il m'est arrivé de recevoir un panier de légumes. C'était super. Il m'est arrivé de recevoir 3 000 € aussi. C'était super. C'est une manière de voir différente les choses. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est à faire pour tout le monde. C'est-à-dire ma sobriété, ma manière de vivre n'est pas la même que les autres. Donc je n'ai pas de compte à dire que c'est moi qui ai raison. Par contre, je dis simplement quel choix de société nous voulons. Est-ce que même la question de choisir, en fait,
ce qu'on veut faire pour le monde, est-ce que déjà on peut poser cette question et se rassembler, dire quel choix de société nous voulons vraiment, à la fois pour nous, mais finalement à la fois pour tout le vivant, parce qu'ici, il me semble que c'est l'appel du vivant. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si je peux me permettre. Moi aussi, enfin, je n'ai pas du tout la même réaction, mais c'est vrai que j'ai été agriculteur, si vous voulez. Et ce que je vois, alors je comprends tout à fait, parce que les photos qu'on voit, elles sont choquantes, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a été agriculteur. À un moment donné, on a dit il faut produire. Et voilà, on est arrivé à des excès complètement débiles. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, je pense qu'il y a la grande majorité des agriculteurs français, je parle des Français, parce que je suis allé voir aussi les feedlots au Canada, hein, ils ont 30 ans de retard. Quand ils vont se réveiller, ça va être terrible. Parce qu'eux, ils bouffent, excusez-moi, de la merde. Alors que nous, on s'améliore beaucoup. On a des contraintes, enfin, je suis à la retraite maintenant, il y a des contraintes beaucoup plus drastiques qu'ailleurs. Et l'agriculteur est mis, on le pointe du doigt. C'est pour ça qu'il y a une réaction comme ça. Donc je pense que voilà, c'est une question de... Comment dire, de la présentation des choses, quoi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, ils travaillent dans le bon sens. Mais du jour au lendemain, tout ne peut pas se transformer. Et c'est une question de civilisation, parce qu'il faut donner quand même à manger aux gens, quoi. Donc, c'est cette problématique qu'on a et qui est essentielle. Hein. Voilà, mais voilà, sinon... Voilà, je voulais vous rajouter cela. Oui, c'est intéressant il y a, je pense ici dans le propos, c'est de considérer que peut-être, on a fait fausse route. Et en fait, se rendre compte que on a une responsabilité, on a peut-être fait fausse route sur le modèle de société que l'on choisit. Et c'est OK. Mais déjà de se rendre compte de ça, de s'ouvrir la possibilité qu'on a fait fausse route, c'est finalement se donner la possibilité aussi de guérir et d'aller ailleurs et de faire autrement. Ici, l'idée, ce n'est pas de pointer du doigt des personnes ou des métiers, parce que, je ne l'ai pas dit ici, mais c'est systémique. Mon travail, il est transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il est holistique. C'est-à-dire, si on touche à un endroit, eh ben, il y a tout qui est touché, impacté de manière directe ou de manière indirecte. Et donc ici, c'est sentir que lorsqu'on tire un bout de ficelle dans notre société, qu'on commence à critiquer un côté, eh ben, en fait, il y a toute la pelote qui vient, parce que c'est entremêlé. Et ça, c'est à la fois hyper complexe dans le sens de Edgar Morin, qui vient de complexus, c'est-à-dire tisser ensemble, les choses sont tissées ensemble. Donc déjà comprendre ça, et aussi de se rendre compte, enfin c'est à la fois complexe, et l'autre côté, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que si on commence à s'ouvrir à la possibilité qu'on a peut-être fait fausse route, et on a fait fausse route, eh bien ça aussi nous ouvre, c'est une bonne nouvelle parce qu'on peut changer radicalement les choses. Et ici, radical, on n'aime pas trop ce terme en France, mais radical, ça, étymologiquement, ça veut dire aller à la racine de. Et là, aujourd'hui, on n'est pas juste en train de dire il faut couper la motte de l'herbe au-dessus et puis tout ira bien. Non, l'idée, c'est qu'il faut aller déraciner ce qui ne va pas. Et pour aller déraciner ce qui ne va pas, il faut aller au cœur des choses. Et c'est ça qui dans l'écopsychologie, on essaye d'y aller. Et l'écopsychologie n'est pas vouée à tout le monde. Ce n'est pas la solution. Je l'ai dit, ce n'est pas une solution. C'est des propositions. Les Kogi ou les peuples autochtones que Émilie voit, ils n'ont clairement pas besoin de l'écopsychologie. L'écopsychologie, elle est pour nous parce que c'est qui est dénombrilé?
Est-ce qu'on est capable de ressentir la terre, de prendre ce temps? Voilà, c'est juste ça l'ouverture que moi je peux proposer. Et moi, j'ai beaucoup aimé votre tableau, ton tableau qui présentait les deux parties. Et de toute façon, les agriculteurs, il faut travailler avec eux. Enfin, il n'y a pas le choix. Oui, je vais te laisser la parole après. J'ai le droit de m'exprimer. Merci, Émile. Voilà, donc voilà, moi je trouve que cette interdépendance, elle est toujours là, que l'unification, voilà, le prendre soin de tout le monde. Enfin, tout ça, moi, ça m'intéresse en tout cas. Et c'est avec tout le monde, évidemment. Est-ce que... Après, il y a peut-être beaucoup de questions, mais je pour la table ronde... Je veux juste vous amener une réflexion par rapport à l'élevage. C'est ce que je connais, si vous... Voilà, l'élevage bovin et ovin. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, bien sûr, il faut manger moins de viande, ça, tout à fait d'accord. Et puis, il faut pas que les gens s'inquiètent, parce qu'il va y en avoir beaucoup moins. Moi, je pense qu'il faut trouver l'équilibre pour le fait d'en garder un peu, enfin, je parle de notre pays ou de l'Europe, d'en garder un petit peu chez nous, sinon on en prendra ailleurs. Il ne faut pas oublier que la meilleure usine de filtration pour l'eau, c'est la prairie. Et qu'il y a deux sortes d'animaux qui entretiennent les prairies, ça, il faut qu'on en soit tous conscients. Ce sont les bovins et les ovins. Donc, si on n'a plus du tout, voilà. Donc, voilà, c'est ce qui est dommage, c'est l'extrémisme. Voilà. Donc, il faut trouver l'équilibre. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais je voulais rajouter cette réflexion pour que vous sachiez que les prairies et les arbres, il faut des vaches et des moutons. Juste envie de rajouter qu'il ne s'agit pas dans l'éco-psychologie de monter qui que ce soit contre qui que ce soit. Et je suis moi-même formée à l'éco-psychologie et au travail qui relie. Et j'avais envie de partager vraiment la philosophie de Joanna Macy, qui est le travail qui relie. Il ne s'agit pas de diviser, il s'agit de relier. Et c'est un petit peu... L'analogie que je pourrais faire, c'est un petit peu comme un ado qui va faire plein de reproches à ses parents parce qu'il a souffert de ci, de ça. Et sa souffrance est tout à fait légitime, elle n'est pas à remettre en question. Et pour autant, le parent n'a pas fait que des erreurs. Il a été lui-même pris dans un système, dans des mémoires, comme on a évoqué ce matin. Et juste reconnaître et avancer ensemble, et cheminer ensemble, et réparer ensemble, et se relier. Une dernière question ? J'attends un peu quand même, parce que la dernière peut être importante. Non ? Merci beaucoup, Johan.